La violence de la charge de Donald Trump contre Volodymyr Zelensky, non seulement il essaie de l'étrangler politiquement, mais il le fait avec une violence extrême. Pensez-y, un comédien au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée. Deuxième élément de langage, Zelensky admet que la moitié de l'argent que nous avons envoyé a disparu, il refuse d'organiser des élections, il est très bas dans les sondages. Troisième, dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux d'agir vite ou il n'aura plus de pays. J'aime l'Ukraine, mais Zelensky a fait un travail terrible. Son pays est brisé. Comment est-ce que vous comprenez cette charge en plusieurs coups si violente? Il est dans un espace de désinformation totale, depuis le début, et depuis même avant. Au-delà même probablement des compromissions financières, en fait, il a complètement repris, les Russes sont très adroits et savent très bien faire de ce point de vue-là, il a repris tous les éléments de langage, tous les récits que le Kremlin essaye d'instiller depuis très longtemps dans la tête d'un certain nombre de personnes, parfois de dirigeants, on le voit avec Trump, mais là quand même du dirigeant de la principale puissance mondiale. Alors tout ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que Trump, de toute manière, il est imperméable à plusieurs choses. Il est imperméable à la notion du droit, il est imperméable à la vérité, et là il tient un discours de contre, anti ou post-vérité, peu importe comment on l'appelle, quand il dit devant les 350 milliards, ça ne tient pas la route. Zelensky, dictateur, qui s'adresse quand même plutôt à Poutine. Vous voyez le nombre de présidents ukrainiens qui ont été élus pendant que Poutine était en place, il y en a quand même un certain nombre. Il reprend des éléments de mépris, parce qu'il a de toute manière décidé depuis le début que Zelensky devait perdre. Il est du côté de Poutine sur le plan idéologique, au-delà même d'ailleurs de ces récits qu'il a repris. Comment comprendre cette proximité? Est-ce que c'est une proximité d'origine, c'est une proximité d'idées, de sympathie politique? Comment est-ce que vous la comprenez? En fait, moi, ce qui est étonnant, encore une fois, c'est que la Russie n'obtient pas de victoire militaire. L'Ukraine a empêché la Russie de gagner cette guerre, faut quand même être clair. Et on est à deux doigts de donner une victoire politique à un pays qui n'a pas obtenu de victoire militaire. La Russie n'a pas obtenu rien de ce qu'elle souhaitait. Renverser le gouvernement ukrainien, obtenir les territoires, ils ont toujours pas le Donbass. À la vitesse actuelle, il leur faut 3 ans pour obtenir le Donbass. Et puis on va quand même céder sur tout. Et puis on va même mettre des pressions et des sanctions sur l'Ukraine pour qu'elle accepte tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est qu'aujourd'hui, le sang des Ukrainiens qui nous a défendus, qui aurait dû nous permettre de monter en puissance, d'être prêts aujourd'hui à faire la guerre, à les soutenir, ce sont les Américains. Ça fait 3 ans qu'on est là. Ça fait 3 ans qu'on se dit qu'il faut se préparer à ce que les Américains n'aient pas les mêmes visions géostratégiques que nous, et donc il faut qu'on sache être souverain. Ça fait 2 semaines maintenant qu'on se rend compte que peut-être qu'il aurait fallu le faire il y a 3 ans. Quelles sont les conclusions pour pouvoir tirer réellement les Européens? Est-ce que les Européens peuvent remplacer l'aide militaire et l'aide financière des Américains? Il se passe des choses, notamment dans la région de Koursk. Écoutez comment Poutine revendique une action dans cette région-là que les Ukrainiens contestent. Écoutez-le. La dernière information qu'on m'a transmise, il y a tout juste 1 heure, et que cette nuit, les combattants de la 800e brigade ont passé la frontière entre la Russie et l'Ukraine en territoire ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement? Peut-être voir les images de Soudja. Rien du tout. Rien du tout, on ne sait rien du tout. C'est tant qu'on n'aura pas des images, des confirmations, on ne sait rien du tout. Et en fait, ce qu'on a appris en 3 ans, c'est que quand les Ukrainiens affirment quelque chose, d'habitude 48 heures après, c'est confirmé. Quand les Russes affirment quelque chose, même 48 heures après, la plupart du temps, vous êtes régulièrement en contact avec ceux qui se battent sur place. Est-ce que vous avez entendu de telles informations ces dernières heures? Non, alors ce qui est particulier dans la zone de Koursk, c'est que les Ukrainiens n'en sortent pas au bout de 2-3 jours comme dans les autres régions, donc souvent les informations sont un petit peu plus lentes à me revenir, mais là ce que sous-entend Poutine, c'est que évidemment sur la zone de Soudja, donc les 600 km, 500 km² qui sont tenus par les Ukrainiens en territoire russe, ça bouge quasiment plus, et donc ce que prétend Poutine, c'est qu'ils auraient attaqué sur le territoire ukrainien, peut-être pour les prendre à revers, par exemple, vers la ville de Soumy. Mais ça, j'ai aucune retour d'information, on n'a aucune image, alors que sur le territoire ukrainien, normalement en 1 demi-heure, on a tout de suite des informations. Donc, il y a un démenti officiel. Il y a un démenti officiel ukrainien. Il faut lire effectivement le démenti officiel. Les informations de Poutine sont un mensonge, dit l'Ukraine. Ce groupe a été éliminé. Il n'existe aucun groupement militaire russe capable de le faire. Sur le fond, quand on voit ces images de Soudja détruites, est-ce que les Européens vont se dire c'est le moment de changer de stratégie, de revenir à la stratégie de combat? Nicolas Tenzer, c'est très important de vous entendre ce soir. Vous êtes de ceux qui ont toujours dit il ne faut pas négocier. Je lis, oui, c'est intéressant, je relis ce que vous disiez. Petit rappel des principes de base. Il ne peut pas y avoir de négociation avec la Russie de Poutine. Jamais, sur rien.
La défaite totale de Moscou est la seule solution. Et vous dites souvent, le mot négociation est un trompe-l'œil qui sert en réalité Poutine. Or maintenant, Zelensky parle de négociation, les Européens parlent de négociation. À part charger Trump, est-ce qu'il ne faut pas avouer qu'il y a eu un changement aussi, même chez les Ukrainiens ? Alors, les Ukrainiens en parlent tout simplement parce qu'ils ont été forcés de le faire. C'est-à-dire que par Trump, avant aussi, je vais vous le dire quand même clairement, par Biden et par les Européens en raison de leur mollesse, de leur insuffisante totale, coupable, je pense qu'il y a vraie culpabilité de notre côté collectivement pour ne pas avoir aidé les Ukrainiens suffisamment et de ne pas même être intervenu directement quand c'était possible, en tout cas au début. Ce que vous dites est très important, parce que ce soir, on va entendre dans la soirée, dans tous les médias d'Europe, dire Trump est méchant, Trump est brutal, Trump est violent, mais vous nous dites, attention, en réalité, les Européens derrière tout ça, pas fait les Européens et les Américains. En fait, ça date d'Obama. Ça date même pas uniquement de Biden. Ça date d'Obama. Obama, c'était le reset déjà en 2009. Alors qu'en 2008, 20% de la Géorgie avait été occupée. Ça montre beaucoup Obama, c'était effectivement 2013. Ça montre beaucoup d'hypocrisie, franchement. Oui, bien sûr. Et que vous avez Biden, je dirais, qui était complètement influencé sous la coupe de Jake Sullivan, à qui il avait dit juste l'instruction, pas de troisième guerre mondiale, qui est déjà un récit russe, entre parenthèses. Il s'est dit, mais finalement, il faut les aider, mais pas suffisamment. Alors allons au bout. Et donc, mais là où il y a un changement, quand même avec Trump, c'est qu'on peut dire que Obama et Biden péchaient par abstention, mais ils n'étaient pas contre l'Ukraine, il n'était pas contre nous, que quand même Biden a appelé Poutine de son vrai nom, c'est-à-dire killer, un tueur, qu'il dénonçait les crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et d'agression commis par la Russie en Ukraine, tandis que Trump, pour lui, les crimes n'existent pas. Il n'y a pas de victimes et de coupables, tout ceci est complètement indistinct. Il n'y a pas d'agresseurs et d'agressés. On l'a même vu d'ailleurs dire, voilà, finalement c'est la faute de l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a attaqué. Enfin bon, il est encore une fois, on est dans un renversement total d'alliance. Mais notre culpabilité, à nous occidentaux, je pense qu'il faut absolument y insister. Alors aujourd'hui, en même temps, nous avons toujours les moyens. Je reste sur cette position. C'est un article de 2016. Pas de négociation avec la Russie. Mais je reste sur cette position. Aujourd'hui, nous pouvons et nous devons nous armer de manière massive. L'économie de guerre dont parlait Emmanuel Macron, allons-y. Est-ce que les Ukrainiens et les Européens ont les moyens et la volonté de faire ça ? Ou est-ce que ce ne sont que des mots ? Alors, c'est déjà arrivé. De novembre 2023 à avril 2024, il n'y avait plus aucune aide américaine. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Les Ukrainiens ont souffert, mais ils n'ont pas rompu. Aujourd'hui, le grand avantage, c'est que la montée en cadence européenne, qui n'était pas encore finie à cette époque-là, aujourd'hui, c'est une réalité. Les obus européens arrivent en plus grande quantité, les armes sont transférées en plus grande quantité. C'est-à-dire que ce qu'ont subi les Ukrainiens il y a pile un an, si les Américains devaient disparaître, eh bien aujourd'hui ce serait moins dur. Il y a un an, effectivement, on avait vraiment des craintes que le front s'effondre, mais aujourd'hui, les Européens produisent plus de munitions. Il y a d'autres pays qui sont entrés dans la danse pour soutenir l'Ukraine également. Le Qatar, le Pakistan, il y en a plein qui arment aujourd'hui l'Ukraine, même l'Égypte. Corée du Sud. La Corée du Sud, la Serbie, vraiment en plus grand nombre par le passé. Donc, les Russes, eux, de leur côté, ils ne peuvent plus reposer sur les munitions nord-coréennes qui sont arrivées en millions à l'époque, parce que les Nord-Coréens ont déjà donné leur stock. Donc c'est uniquement la production russo-nord-coréenne contre la production européenne. Ce qui fait que le déséquilibre, s'il n'y avait que l'Europe et plus les États-Unis, il serait moins difficile à subir pour les Ukrainiens aujourd'hui en défense. Mais jamais on sera capable de fournir la masse nécessaire pour qu'elle puisse reconquérir son territoire. Et ça, attendez, vous dites que c'est impossible que les Européens fournissent la masse nécessaire pour reconquérir la Crimée et le Donbass. Juste déjà revenir au territoire de 2022. Il faut une masse de manœuvres que seuls les Américains ont dans leur désert inutilisé, dont ils ne se servent pas. Ce constat est terrible. Pardon d'insister là-dessus, mais vous êtes en train de dire qu'en fait l'Europe fait des moulinets avec les bras et disent regardez comme nous sommes moraux. Mais en réalité, ne se donne pas les moyens. On n'a pas fait l'effort. Il y a un domaine dans lequel on a fait les efforts, c'est les obus de 155 mm. Effectivement, on a triplé notre production de canons César, etc. Mais dans les drones, dans les chars, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fourni des antiquités qui étaient en fin de vie, qu'on a transférées aux Ukrainiens. Le seul pays qui a la masse de manœuvre, qui a la capacité de faire gagner les Ukrainiens, c'était les États-Unis. Leurs 3000 chars de réserve, ils en ont donné 31. Donc ils ne voulaient pas laisser gagner les Ukrainiens. Trump va s'arrêter. Ce ne sera pas une catastrophe si les États-Unis disparaissent d'un point de vue militaire. Économiquement, par contre, financièrement, tenir, payer les salaires, faire que l'économie ne s'effondre pas, ça, par contre, sera certainement plus compliqué.
Et c'est là, une fois qu'on a dit que ce sera plus difficile, mais ce ne sera pas catastrophique, c'est là où il y a tout l'intérêt, en fait, de sursaut européen pour imaginer non pas de continuer ce que l'Europe faisait, mais en plus, en essayant de faire plus, mais peut-être d'imaginer les choses, de faire les choses différemment. Pour donner un exemple, l'Ukraine, pour la sécurité du ciel, mais toute relative, doit reposer sur les systèmes de protection aérienne, les batteries de diverses provenances, à la fois européennes, à la fois américaines, mais il faut pas se leurrer, la participation américaine, elle était importante là. Là, probablement, il n'y aura pas assez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour assurer cette sécurité? Il y a des solutions. Moi, je m'en souviens, Nicolas qui proposait quoi, le 25 février 2022. Ce que nous pouvons faire, mais sans rentrer en guerre, on peut faire la police du ciel ukrainien. Tout simplement, Non, mais c'est ce que je dis effectivement dès le 24 et le 25. Je dirais, nous pouvions parfaitement intervenir sans troupes au sol. Il ne s'agit pas d'envoyer, des soldats combattre sur le territoire, mais rien qu'avec un moyen de ça sera même mieux que les batteries. Ça sera mieux que les batteries qu'on a actuellement. Nous pourrions, nous aurions dû, on aurait pu, etc. Non, mais aujourd'hui, on a plein de choses à faire. Rappelez-vous, la guerre du Koweït. La communauté internationale s'est battue pour libérer tout le Koweït, jusqu'au dernier centimètre carré. Elle n'a pas dit on va libérer moins 20%. Quelle est la différence? C'était l'Irak en face. Là, on est face à la Russie. Et même si la Russie n'a plus les moyens de continuer son offensive économiquement ni militairement, elle est accrochée, elle a des tranchées, elle a eu 3 ans pour s'enterrer. L'Irak, le Koweït, on parle d'un tout petit pays avec la pauvre armée irakienne qui était face à l'armada internationale. Ça veut dire quoi, qu'on a peur de la Russie? Mais qu'on n'a pas les moyens militaires européens seuls de dégager la Russie de cette zone. Est-ce que nous, on est capable... Les estimations, elles disent que pour libérer, pour revenir aux frontières de 2022, il faut que les Ukrainiens bien armés perdent 100 000 hommes. Un, on n'a pas les armes à leur donner. Et 2, on n'est pas prêt, nous, à perdre 100 000 hommes. Donc, de toute façon, la question ne se pose pas. Là, aujourd'hui, c'est effectivement la question de s'arrêter sur le cessez-le-feu, mais de garantir qu'on n'ait pas une deuxième guerre qui revienne dans quelques années. Pendant ce temps, la Russie réarme. Regardez les images, c'est des images du jour. C'est le président Poutine qui visite une usine d'armement. Et la Russie, elle va profiter de ce répit. Est-ce qu'on est en train... tous, on dit Trump, mais aussi les Ukrainiens, mais aussi les Européens, d'offrir sur un plateau un répit à Poutine pour réarmer? Il y est. Mais exactement. C'est d'ailleurs pour ça, effectivement, je pousse depuis le début, pas seulement depuis hier ou depuis que Trump est au pouvoir. Je pousse à ce que nous nous armions, nous, Européens, de manière massive. Ça aurait dû commencer, passer à 4% du PIB, encore une fois, mais encore faut-il l'expliquer aux citoyens de l'Europe, aux Français, aux Britanniques, aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, etc. Je veux dire, il faut passer absolument à 4% du PIB. Et quand je parlais d'économie de guerre, l'économie de guerre, ce n'est pas uniquement un mot pour faire joli, comme celui qu'a prononcé Emmanuel Macron à Eurosatory en juin 2022. Ça suppose de récupérer aussi un certain nombre d'industries civiles, de les transformer en industries militaires. Mais pour que ce soit acceptable, il faut montrer que ce risque existe. Parce qu'effectivement, admettons que Trump, je dirais, cède l'Ukraine en fait à la Russie, enfin en tout cas une partie. Et en plus lève les sanctions. C'était quand même en filigrane dans les déclarations de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain à Riyad. Eh bien, la Russie va faire cela. Elle va complètement se réarmer, son économie va repartir, alors qu'avec 3 ans de pression, j'insiste beaucoup là-dessus, 3 ans de pression sur la Russie de manière continue, je pense que là, la Russie commencera vraiment à ne plus pouvoir combattre. Écoutez cette accusation en quelque sorte inversée de la part de Donald Trump. Il accuse les Ukrainiens d'avoir commencé la guerre, d'être les auteurs, en tout cas les fauteurs de la guerre. C'est sa déclaration. I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. Le fait qu'ils le disent maintenant, est-ce que ça signe la volonté qu'il a de tuer politiquement Zelensky? Est-ce qu'on est au moment où en réalité, clairement, il veut l'évincer? Personnellement, j'ai l'impression que Trump est tout à fait d'accord pour appliquer la loi du plus fort, puisque ça va lui profiter. Donc en ça, il s'aligne sur la position des Chinois, des Russes, qui considèrent eux être des peuples dominants, être des pays qui doivent dominer les autres, et donc, logiquement, un pays européen a sa voix pour l'ONU, elle n'a pas autant de valeur que la voix, et donc c'est la fin de l'ONU, c'est la fin du système international, c'est la fin
de l'alliance qui n'était déjà plus une alliance depuis très longtemps entre l'Europe et les États-Unis, et donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, Trump faire tout ce qu'il peut pour tondre ses alliés qui ont eu la mauvaise idée de leur confier leur bourse et leur défense. Et donc aujourd'hui, il va récupérer tout ce qu'il peut pour encore renforcer le leadership américain, et ça se fera au détriment évidemment des Européens. Peut-être que Taïwan, la Corée du Sud, etc. serviront effectivement dans ce basculement vers l'Asie, mais nous, si on ne se réveille pas, on est mort. Est-ce que les Européens sont plus moraux que les autres? Rappelez-vous, en 2003, ils avaient crié contre les Américains, mais Chirac et Schröder avaient couvert d'honneur Vladimir Poutine. Ils faisaient la morale aux Américains, mais ils couraient acheter le gaz russe. Aujourd'hui, est-ce que les Européens vont avoir un sursaut? Lequel? Alors, ils ont quand même eu, ce que vous ne dites pas, Darius, c'est que quand même, ces Européens, c'est-à-dire les Français et les Allemands, ont eu raison de faire la morale aux Américains, parce que les Américains, avec tous leurs bons idéaux, et suivis d'ailleurs par tous les pays de l'Est, par l'Ukraine, par la Pologne, par la Roumanie, par tous la Géorgie, qui se sont précipités comme des caniches derrière l'Amérique, eh bien, a créé une catastrophe qui n'est toujours pas résolue, terrible en Mésopotamie, avec plus de 300 000 morts et un chaos qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Donc, il faut rappeler que Dominique de Villepin, je crois que vous allez passer son discours bientôt, le repasser, Dominique de Villepin a fait honneur à l'Europe en s'opposant. Et les Américains nous ont menacés de tous les maux de la terre, mais on a tenu en s'opposant à la folle aventure anglo-saxonne américaine qui était suivie par tous les caniches européens. Cette même France décorait évidemment... Alors il y avait de très bonnes relations avec Chirac avait donné effectivement la cravate de la Légion d'honneur à Poutine, mais avant le premier qu'il avait fait c'était qui? Et c'était Blair qui avait été voir avec Chéri, enceinte. C'est le premier, c'est Blair, n'oubliez pas. C'est la Grande-Bretagne, c'est le premier qui montre que tous ces gens, sous une allure, sous les valeurs, en réalité, défendent leurs intérêts. On voit aujourd'hui les Européens très indulgents à l'égard de la Chine. Je ne sais pas si vous avez vu, les Européens parlent très peu des Ouïghours. Là, alors vraiment, il y a une espèce de silence. On voit à quel point, là, leur morale est à géométrie variable, comme les Américains. Mais pas juste les Européens. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite tape sur l'Europe quand on fait des caricatures, et pourquoi ils tapent pas sur la Chine quand ils font réellement de la déportation, de la destruction de la culture ouïghour? Pourquoi est-ce que c'est toujours les Européens les seuls? Si les musulmans, les pays arabes se fichent des Ouïghours, pourquoi est-ce qu'il y a que les Européens qui devraient les défendre? Donc à un moment, soit on fait bloc tous ensemble pour défendre des causes justes, le Tibet, les Ouïghours, etc., et l'Ukraine, soit à ce moment-là, on va pas être les seuls débiles à faire des décisions qui sont contre-productives pour nous économiquement. Donc oui, parfois il y a un principe de réalité sur la Chine. Si les premiers concernés n'appliquent pas des sanctions sur la Chine, nous, on va pas le faire. L'Europe, c'est pas pareil. L'Ukraine, c'est l'Europe. Et on le répète depuis maintenant longtemps, on connaît le plan russe. Si jamais ils ont une pause de 3 ans, ils attaquent les pays baltes. Ça, c'est une réalité opérationnelle. Donc la Russie, il faut pas qu'on lâche sur la Russie. Il faut pas qu'on recommence. Un mot sur la guerre. Est-ce que nous sommes en train d'aller à la guerre? Regardez les Américains, parce que eux, pendant que l'Europe parle, ils se réarment. Et eux aussi se réarment très fortement. C'est les essais de ce qu'ils appellent le Minuteman, n'est-ce pas? Cette bombe extrêmement importante. Et on voit à quel point eux comptent toujours sur l'extrême force, comme les Russes d'ailleurs, comme les Chinois. Mais la réalité des relations internationales, c'est pas ça. La réalité, et même depuis 1945, et surtout depuis 1945, c'est pas du tout là. Hélas, le règne du droit. Les États sont des monstres froids qui défendent leurs intérêts. Et Trump, je sais pas pourquoi les gens sont tellement surpris, il fait une politique qu'il a d'ailleurs annoncée, il a été élu pour ça, qui défend les intérêts de l'Amérique tel qu'il est conçoit. D'ailleurs, il est très pratique, il a dit il faudrait que les Ukrainiens me remboursent les 350 milliards de dollars que je leur ai donnés. Je me demande s'il n'exagère pas un peu les chiffres, mais c'est une autre... Multiplié par 4. Voilà. Non, mais le chiffre est faux. Et l'économie américaine a profité à 90% des investissements. C'était de l'achat local pour fournir aux Ukrainiens. C'est-à-dire que c'était une relance keynésienne pour les États-Unis. C'est très bon pour leur économie. Et une partie des achats sont faits à partir des avoirs russes, des bénéfices d'avoirs. Ça leur coûte même pas autant d'argent. Xavier Titelman, vous êtes un souverainiste français. Vous l'avez souvent dit. Est-ce qu'aujourd'hui, la rupture est consommée? Est-ce que vous considérez... Les Américains, quand même, il faut le dire, Elon Musk a ironisé sur l'Europe en disant, les gars, si on n'était pas là, vous parleriez allemand ou russe, en faisant allusion à... Est-ce que la rupture est
consommée pour vous avec les Américains? La rupture, elle est consommée déjà bien avant cette guerre. Là, c'est l'officialisation de la rupture. Les Américains ne sont pas nos alliés, les Américains nous trahissent, ils nous volent des marchés, ils nous espionnent. Je veux dire, il y a un moment, les Américains ne sont pas nos alliés. Ce sont moins des ennemis que les autres, mais ça fait très longtemps qu'on aurait dû devenir souverain dans tous les domaines, sans exception. Et aujourd'hui, il y a une urgence de le faire. Il ne faut pas dépendre du matériel américain pour se défendre. Il ne faut pas dépendre de leur présence pour être capable de faire face à la Russie. Maintenant, ce problème, c'est que là, on parle plus d'un truc éventuel qui va arriver dans 5 ans ou 8 ans. Les Ukrainiens ont nous laissé 3 ans de répit pour s'armer, on ne les a pas pris. Maintenant, je pense qu'on a moins de 2 ans. Mais si personne n'agit franchement très rapidement pour monter en cadence, Nicolas Tenzer parlait de 4% du PIB, c'est pas dans 5 ans qu'il faut y atteindre, c'est tout de suite qu'il faut commencer. Et le général de Gaulle, qui savait très bien que les Américains nous avaient abandonnés en 1940 quand nous avions déclaré la guerre au régime nazi, et que Paul Reynaud leur a demandé leur aide, ils nous ont dit débrouillez-vous, ben le général de Gaulle a compris que la France ne pourrait jamais se fier sur l'ami américain, parce que c'est vrai que c'est notre ami, et on est les amis des Américains. Pourquoi ? Parce qu'on a une histoire en commun, Lafayette, etc., et qui sont venus en 17 nous aider contre le militarisme allemand, et ils nous ont laissé tomber, et ils sont venus en 44, enfin, ils ont un peu hésité au début. Vous avez raison, ni en 14, ni en 40. En 44, d'abord, où c'était